Voilà donc, habituons-nous cette tranquillité parfaite dont nous devions jouir après tant de rage et cette liberté tant promise. Le lendemain, on m'apporta l'ordre par lequel il était en joie de mettre la scellé sur tous les biens, meubles et immeubles appartenant à la famille de l'empereur malgré le traité du 11 avril qui stipulait pour eux la conservation de tout le bien en France. Cet ordre fut mis à exécution contre toute la famille et sur ma déclaration que je n'avais rien à mon mari, on voulut bien ne pas me comprendre à cause de mon traité particulier. Cependant, toutes ces violences devaient troubler ma sérénité. J'ai commencé à déplorer le concours des circonstances qui m'avaient retenu dans ma partie et j'ai résolu, aussitôt mon procès terminé, d'aller établir après une petite campagne que j'avais sur le lac de Genève, l'issue de la bataillère, nommé par l'empereur colonel d'un régiment d'infanterie dans la dernière campagne d'Allemagne, était revenu à Paris pour soigner la blessure qu'il avait reçue à Barton. Sa mère désirait vivement le marier à mademoiselle de Chastellux, jeune et jolie personne. Il avait longtemps résisté à tous les conseils, même aux miens, dont il voulait bien faire cas. Enfin, il avait cédé. J'ai déjà dit qu'à la prise de Paris, il était venu m'offrir ses services et que je les avais refusés. Alors, sur ce refus, malgré le dévouement de sa famille au Bourbon, convaincu qu'il était retrouvé une fois envahi, la cause de l'empereur était toute nationale. Il s'était rendu à Fontainebleau, où il était demeuré jusqu'au départ de l'empereur sans retour. Il n'avait donné aucune adhésion au nouvel ordre des choses, n'avait prêté aucun serment, quoiqu'on lui eût laissé son régiment, ne dissimulait aucune de ses pensées et se tendait à le perdre. Toujours en querelle avec la famille de sa femme. Il préférait venir passer ses soirées chez moi sur le reproche que je lui fis injure de laisser ici sa jeune femme. Il me dit que c'était venu contre elle et lui pour éviter toute dispute avec ses beaux-frères et qu'il serait trop heureux de me la présenter après ses couches. Sans me l'exprimer, je mets son dévouement pour moi et pour ma cause, qu'il regardait comme la seule française, était toujours le même. Il allait chaque jour assister à mon procès et revenait m'en rendre compte. Plus je mettais de douceur à calmer son indignation contre les autres, plus il se révoltait de leur injustice envers moi. Il ne portait plus la croix d'honneur, ainsi que son cousin, M. de Flau. On en fit la remarque étant attribuée cette détermination à mon influence. Je leur en parlais. Ils m'avoueront qu'ils ne pouvions plus regarder jusqu'à décembre, dont la seule recommandation était d'avoir attaqué des diligences. Cependant, M. de la Bataillère avait déjà reçu l'ordre de se rendre à son régiment à Chambéry. Il y avait mis quelques retards, mais enfin, il vint prendre congé de moi un matin que j'étais seule. Comme dans les conversations que nous avions ensemble, il se plaisait souvent à m'effrayer par des déterminations violentes auxquelles entraînerait peut-être l'état des choses moitié sérieux, moitié rien. Il me demanda ce que je dirais si j'apprenais que son régiment eût pris la cocarde tricolore et les aigles. Bien que cela n'eût l'air que d'une plaisanterie, je lui expliquai la nature de mes craintes qu'il cherchait à provoquer, et je lui dis que, dans les déterminations particulières, il fallait toujours considérer qu'on était solidaire du résultat et qu'on aurait trop à se repentir d'avoir se lancer son pays dans une crise qui pourrait lui devenir fatale. Sans écouter ma réponse, il ajouta « Je ne ne serait pourtant pas si je connaissais quelqu'un d'assez habile pour se mettre à la tête d'un mouvement, mais personne n'a plus de courage à présent.
Les maréchaux supportant paisiblement l'humiliation du pays parce qu'ils jouissent de ce que l'empereur leur a procuré. Je connais bien un homme sur lequel se porteront tous nos espérances, mais il a des idées exagérées d'honneur et de délicatesse. J'ai eu le temps de juger les préjugés lorsque j'étais son aide-de-camp. Il s'est tracé sa ligne dont il ne devra pas et peut être un grand homme. Il faut aventurer quelque chose. L'empereur seul, avec sa main ferme, pourrait relever l'honneur national abattu. Mais sa destinée est accomplie et il est dans le repos. Pour moi, je ne connais pas avec l'humiliation. J'ai fait encore tout mon possible pour modérer cette exaltation et quand j'ai cru que mes conseils l'avaient calmé, j'ai le congédié. La duchesse de Bassano était une des femmes qui venaient le plus souvent chez moi, mais sans son mari qui sortait peu et qui aurait peut-être craint d'éveiller les soupçons de la police s'il eux l'accompagnait plus d'une fois par mois. La calomnie m'a associé dans des prétendues intrigues politiques. Grande belle d'une figure de vierge, la duchesse de Bassano avait dans les traits d'une expression de douceur, de calme que le bonheur intérieur leur avait conservé et que la vivacité de ses impressions aurait pu démentir. Elle sentait profondément le malheur et ne dissimulait pas cesser sa douleur des derniers événements.